Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire autour de la thématique du onboarding. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour confirmer que vous nous entendez, que vous nous voyez bien. Aujourd'hui, donc je suis accompagné d'Estelle. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et donc on va parler de la thématique du onboarding autour des 3 quarts d'heure qui vont nous animer. Estelle, je vais peut-être te laisser te présenter avant de nous lancer dans le sujet. Donc, bonjour, je suis Estelle Taverna, je suis Product Manager sur la partie paye RH chez Talentia et auparavant plutôt sur la partie commerce avant-vente. Et moi, je suis Julien Bordin, je suis consultant spécialisé dans la partie talent management chez Talentia. Donc, nous sommes globalement éditeurs intégrateurs de solutions dans le domaine de la RH et la finance. Et aujourd'hui, la thématique qui va nous animer autour de la RH est le onboarding. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement, on voulait vous présenter un petit agenda avec l'ordre du jour. Donc, on va essayer de fixer un cadre autour des enjeux du onboarding, de rentrer de façon concrète sur comment dérouler un onboarding, comment ça fonctionne, une fois qu'on aura vu les différents tenants et aboutissants. On va vous donner quelques axes d'ouverture autour d'une conclusion. Et l'idée aussi, c'est que ce soit interactif, donc qu'on soit en mesure de répondre à vos éventuelles questions. Donc, au-delà du chat sur lequel vous êtes nombreux à nous dire bonjour, vous avez juste à gauche une petite boîte à questions dans laquelle vous pourrez éventuellement mettre en évidence les questions que vous avez. Ça nous permettra de les retrouver facilement à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, comme on vous le disait, le premier sujet qu'on souhaitait traiter, c'était les enjeux du onboarding. Et quand on parle d'enjeux du onboarding, l'idée, telle que vous le voyez ici, c'est de répondre à un certain nombre de questions qu'on peut se poser, notamment pourquoi faire du onboarding. Donc, et le onboarding, qu'est-ce que c'est? Alors, le onboarding, c'est déjà le fait de fournir à des personnes qu'on peut appeler des onboardés, des new joiners, des nouveaux arrivants, de donner les instruments pour être opérationnel, intégré, productif dans un laps de temps le plus court possible. Donc, ça a un impact sur un certain nombre d'enjeux, la réduction du turnover lié au risque d'inadéquation qu'on peut avoir lors d'un recrutement, l'optimisation du processus de sélection et de contractualisation, et le fait, bien évidemment, de façon qui en découle, de faire gagner du temps à tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'on a tendance, d'un point de vue marketing et, on va dire, dans la pensée commune, à se dire que le onboarding est en lien direct avec le recrutement et avec l'arrivée d'une personne dans l'organisation. Alors, effectivement, c'est une des phases qui est souvent délicate, cruciale, complexe à gérer, puisqu'une personne qui arrive dans une nouvelle organisation, elle découvre une nouvelle marque employeur, une nouvelle façon de penser, de travailler, des usages, etc., etc. Mais le onboarding, de façon plus globale, peut être vu non pas que pour le recrutement, mais aussi pour les évolutions des collaborateurs. Accompagnement dans un nouveau rôle, par exemple, ou ce qui peut être le cas dans des grands groupes, par exemple internationaux, changement de domaine, de département, de pays, et auquel cas, il faut onboarder les collaborateurs qui passent d'un pays à l'autre ou d'une business unit à l'autre en fonction des enjeux qu'ils vont avoir à adresser. Donc ça, c'était un petit peu le cadre qu'on souhaitait fixer sur la façon dont on peut définir de façon macro le onboarding. Pour illustrer ce que nous dit Julien, on a souhaité mettre en évidence 3 chiffres. 33% multiplié par 3 et 8 mois. 33%, on se rend compte que dans les entreprises autour de nous, 33% des nouvelles recrues cherchent un nouveau poste au bout de seulement 6 mois. Donc, soit un tiers, vous embauchez 3 personnes, il y en a 1 sur 3 qui va vouloir partir au bout de 6 mois. Ce que ça vous coûte au niveau de l'entreprise, c'est 3 fois supérieur au total de la rémunération que vous aurez versée à votre collaborateur. Donc, s'il est resté 6 mois, le fait qu'il s'en aille et de devoir recruter quelqu'un d'autre et onboarder quelqu'un d'autre, ça va vous coûter l'équivalent de 18 mois de salaire. Et puis, le troisième, c'est 8 mois, c'est la notion de durée. C'est-à-dire qu'une nouvelle recrue, il a besoin en moyenne de 8 mois pour atteindre une productivité complète. Donc, si on rajoute effectivement le coût de ces 8 mois, on se rend compte de l'importance de bien gérer ce moment de onboarding. Voilà.
d'autres chiffres, dont 58% et 12%. Donc, on se rend compte effectivement aussi que les entreprises ont pleinement conscience de la nécessité d'onboarder correctement les collaborateurs. Il y a une vraie prise de conscience de nos clients, par exemple, mais entre la prise de conscience et la mise en pratique, on se rend compte que c'est parfois un peu délicat. 58% aujourd'hui des activités du onboarding sont liées à des tâches administratives dans les entreprises, alors qu'en réalité, il faudrait que la majorité des tâches de onboarding soient centrées sur l'individu et non pas sur des actions d'inscription à une visite médicale ou la signature d'un contrat. Et un petit pourcentage de satisfaction, ou plutôt de non-satisfaction, on se rend compte qu'il y a uniquement 12% des onboardés qui sont satisfaits de leur processus d'intégration. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie marge de progression au sein des entreprises, parce qu'effectivement, seulement 12% de satisfaction, ça va créer, dès l'entrée des collaborateurs, une situation d'inconfort et de non-intégration complète à l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que ce processus échoue souvent dans les entreprises? On a retiré 3 grands axes. Le premier, c'est l'investissement organisationnel, le deuxième, la communication, et le troisième, l'analyse. Alors, l'investissement organisationnel, qu'est-ce que c'est? C'est laisser au sein de l'organisation, laisser du temps et de la bande passante à tous les acteurs pour pouvoir prendre du temps pour onboarder et accompagner les nouveaux arrivants. Le manager, par exemple, quelqu'un qui arrive dans son équipe, il faut qu'il puisse lui consacrer du temps. Il ne peut pas être occupé à 100% sur ses tâches opérationnelles et laisser le nouvel arrivant dans son coin. Il faut aussi du temps aux collaborateurs pour accueillir le collègue qui vient d'arriver. Et puis, il faut du temps aussi au niveau un peu plus global, au niveau de la RH, pour avoir le temps de présenter tous les process internes. Donc, au-delà de planifier des choses, l'organisation au sens large doit pouvoir dégager du temps pour onboarder les collaborateurs. Le deuxième axe, c'est la communication. La communication, on se rend compte aussi que l'information, elle a du mal à redescendre. Elle a du mal à redescendre sur les collaborateurs et encore plus sur les nouveaux collaborateurs qui ne savent pas forcément où récupérer l'info, qui ne connaissent pas forcément effectivement toutes les personnes dans l'entreprise. Donc, le transfert d'informations au niveau de ce qu'on attend, du nouvel entrant, au niveau de la formation, etc. Donc, toute cette communication autour du processus de onboarding, elle est essentielle. Et puis, pour pouvoir progresser, il faut savoir d'où on part et il faut être capable de mesurer où on en est. Donc, effectivement, l'analyse de l'efficacité du process d'intégration, il est important pour qu'on puisse mettre en évidence, d'une part, les axes d'amélioration et d'autre part, l'éventuelle progression. Alors, je fais juste une petite pause technique avant d'enchaîner. Je vois Julie qui nous dit qu'elle ne nous entend pas. J'espère que les autres personnes nous entendent bien. N'hésitez pas à mettre un petit oui dans le chat si c'est le cas, qu'on soit sûr que... Ok, parfait, merci beaucoup. Donc, désolé, Julie, a priori, le problème vient de votre côté. Parfait, merci. Donc, pour continuer dans la continuité de ce qu'évoquait Estelle à l'instant, l'idée, c'est de se poser un petit peu sur les pain points que peuvent rencontrer les organisations qui n'ont pas forcément digitalisé le processus, puisque c'est un peu l'enjeu des sujets qu'on adresse aujourd'hui. Donc, dans les pain points qu'on remonte régulièrement, c'est le manque d'automatisation, forcément, c'est le manque de digitalisation, le document papier, la signature, tous les aspects chronophages, la perte de temps, d'autant plus dans les organisations aujourd'hui de plus en plus décentralisées, avec le travail hybride, le travail à distance, donc la partie chronophage que ça peut représenter. Les mauvaises communications entre les services, parce que Estelle le disait à juste titre, parmi les différents piliers, la communication reste un vecteur de succès de ce type de process. Ensuite, on va voir la non-harmonisation des différentes pratiques. C'est-à-dire que quand on parle de mentorat, de formation, de communication des pratiques, si ça reste à la discrétion de chacun des acteurs, que ce soit le tuteur, le manager, on se rend compte que les messages ne sont peut-être pas perçus, présentés, véhiculés de la bonne façon ou telle qu'elle devrait l'être, de façon harmonisée, pour qu'un groupe, une organisation, une société parle d'une même voix. Et bien évidemment, l'absence de planification centralisée et donc,
comme le disait Estelle une fois de plus, de monitoring, de feedback. Donc, toutes ces pain points nous ont amenés à non pas donner des solutions clés en main à l'auditoire que vous êtes aujourd'hui, mais surtout à nous poser un certain nombre de questions sur comment on peut améliorer ces problématiques qu'on rencontre au quotidien et que nos clients nous remontent au quotidien, et quels sont les sujets sur lesquels on doit vraiment porter notre attention. Déjà, quand on parle de onboarding, pour améliorer un processus ou pour le mettre en place, il y a une première question à se poser, c'est quand est-ce que ce processus démarre? Est-ce qu'on parle de onboarding? Est-ce qu'on parle de pré-boarding, où on commence à interagir avec une personne future embauchée qui serait dans un préavis avec son actuel employeur et avec qui on souhaiterait d'ores et déjà intervenir pour des sujets, que ce soit administratifs, que ce soit de formation, par exemple, en avance de phase. Ensuite, le onboarding, combien de temps il doit durer? Est-ce que c'est les quelques semaines après l'arrivée du collaborateur? Est-ce que c'est le temps de sa période d'essai? Est-ce que c'est le temps de la prise de poste opérationnelle? Voilà. Il faut définir les enjeux et les règles du jeu selon les emplois, selon les compétences à mettre en œuvre, selon le niveau de formation à déployer, selon les contextes. Ensuite, il y a une notion d'expérience sur laquelle on reviendra au fur et à mesure de ce webinaire, notamment qu'est-ce qu'on veut faire vivre à un collaborateur qui arrive. C'est-à-dire qu'on se pose tous la question quand on arrive dans une entreprise, la veille, comment ça va se passer demain, etc. Et si on se met à la place du service RH, comment on aurait aimé être accueilli dans cette entreprise? Et ça, c'est vraiment une bonne question à se poser pour être pertinent, notamment sur de l'amélioration continue sur ce type de sujet. Ensuite, on va retrouver la notion de culture d'entreprise. On parlait tout à l'heure rapidement de marque employeur. Le onboarding, les premiers pas dans l'organisation en font partie. Et le onboarding peut transpirer un certain nombre d'éléments clés de la culture d'entreprise. Ensuite, on va aller de façon plus technique sur des connaissances ou des compétences spécifiques à apporter pour tel emploi, pour tel domaine, dans la sécurité, par exemple. Ensuite, le rôle et le périmètre d'activité des différents acteurs, puisque dès qu'on parle de communication, de collaboratif, si on veut que tout s'enchaîne bien, il faut que chaque maillon de la chaîne ait un rôle clairement défini. Et ensuite, toujours pareil, comment on mesure l'efficacité de ces éléments pour être certain que ça fonctionne bien. Alors, ce processus, on a beau parler de digitalisation, la réalité, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le digital et les actions physiques à mener dans le cadre d'un process d'intégration. Donc, l'idée, c'est est-ce que je fais du séminaire physique? Est-ce que je fais du e-learning? Est-ce que je profite, si je dois faire du papier, d'imprimer le contrat de travail et de faire une réunion, des formations avec les personnes qui viennent? Et ça, c'est un vrai sujet parce que on l'a vu pendant la crise qu'on a vécue, on est capable de tout faire à distance, et ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Après, la réalité, c'est quelle est la productivité de chacune des étapes quand on les fait à distance. Et donc, certaines, on se rend compte, peuvent permettre de créer du lien, de créer une meilleure intégration dans l'organisation pour onboarder les collaborateurs qui vont arriver. Je reviens sur une notion qu'on a évoquée préalablement, qui était la notion d'expérience collaborateur. On peut se poser la question du onboarding en prenant un paradigme un peu différent et en se disant si ça ressemblait à la visite d'une galerie d'art. Et c'est assez similaire, on se rend compte, parce que l'idée, c'est qu'on puisse planifier des activités, mais qu'on ait toujours la possibilité d'avoir un itinéraire personnalisé et qu'on ait une expérience qui soit guidée et engageante. Et je pense que ces trois piliers sont importants pour garantir le fait que l'expérience collaborateur soit adaptée à chacun. C'est-à-dire que si chacun peut prendre le temps sur telle étape qui lui convient, ou zapper une étape parce qu'il n'en a pas forcément besoin ou qu'il a déjà assimilé plus rapidement qu'un autre, c'est important que ce process soit flexible et adaptable en fonction des interlocuteurs, des enjeux et de la façon dont on souhaite l'adresser. On va parler maintenant effectivement un peu plus concret, c'est-à-dire qu'on va détailler avec vous toutes les étapes et les acteurs d'un plan de onboarding, d'un plan d'intégration. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'intégration? Il y a plusieurs choses. C'est composé d'une part d'une liste d'activités et d'un enchaînement. Donc, dans cette liste d'activités, on peut avoir, par exemple, bien sûr, la remise de l'ordinateur, on va avoir les visites médicales, on va avoir des formations, on va pouvoir mettre effectivement une visite des locaux, pourquoi pas un séminaire d'accueil. Voilà, on va lister toutes ces activités et on va lister dans quel sens on veut les enchaîner, par quoi on commence.
Ensuite, il va falloir qu'on détermine la population à laquelle on s'adresse. Donc évidemment, les nouveaux arrivés, mais on ne va pas faire le même process d'intégration pour un nouveau DAF et puis que pour quelqu'un qui va travailler à l'atelier, à la logistique, par exemple. Donc, déterminer effectivement quel est le bon processus pour la bonne population. Et puis, un autre élément très important, c'est de le borner dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut une période de validité de ce processus d'intégration. Il doit commencer le jour de l'arrivée, mais on doit dire qu'au bout de 6 mois, le processus, il est terminé. Il ne faut pas que les tâches s'enchaînent sur trop longtemps, sinon on va perdre le fil et la dynamique du processus d'intégration. Et puis, un élément qui va être transverse à tout ce qu'on a dit, effectivement, c'est ce dont on a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de ce webinaire, c'est l'expérience collaborateur. Il faut qu'elle soit personnalisée. Il faut que le collaborateur qui arrive dans l'entreprise, il ait l'impression qu'on l'attendait lui pour faire cette mission-là dans son équipe. Donc, personnalisé, ça va être effectivement organiser, par exemple, des sessions avec ses collègues directs, des sessions personnalisées avec son manager, des sessions personnalisées avec ses pairs, par exemple, s'il est manager, avec des managers d'autres équipes qui vont rencontrer les mêmes problématiques dans leur vie dans l'entreprise. Dans ces processus d'intégration, on va retrouver 3 acteurs principaux, la RH, le manager et les collaborateurs. Et puis, on va dire effectivement qu'on peut distinguer 3 étapes différentes. Donc, la première, c'est celle dont on a parlé juste avant, configurer le plan d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre processus d'intégration? Enchaîner les étapes, les actions qui vont en découler. Donc, tout ça, ça va être plutôt monitoré par la RH. Alors, bien sûr, ils vont pouvoir s'appuyer sur les managers pour savoir qu'est-ce que vous attendez dans le plan d'intégration de vos nouveaux arrivants pour, d'une part, le former et d'autre part, qu'ils se sentent bien dans votre équipe. Voilà, cette première étape, on va dire qu'elle est portée par la RH avec l'appui du manager. La deuxième étape, c'est le déroulé du plan, contribuer aux actions du plan. Donc là, ça se fait forcément des actions qui sont partagées entre le collaborateur et son manager principalement. Le collaborateur, il va assister à la formation, il va s'investir, il va regarder les vidéos, il va se former, etc. Donc, le collaborateur et le manager vont travailler en parallèle de manière très renforcée sur les premiers mois de l'intégration. Et puis, effectivement, suite à ce processus d'intégration, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant sur l'analyse du processus d'intégration pour pouvoir progresser, là, on va s'appuyer de nouveau sur les 3 acteurs pour récupérer le feedback du collaborateur, récupérer le feedback du manager, pour pouvoir terminer bien sûr ce processus, mais surtout améliorer pour les arrivants suivants. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, donc, le onboarding, c'est pourquoi faire. Et ça s'adresse à qui? Donc, ça s'adresse aux RH, aux managers et aux nouveaux arrivants. Pour les RH, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est mettre en place un plan d'accueil. C'est sélectionner la population et leur attribuer le meilleur parcours pour que ce soit adapté à leur profil, à leur poste et à leur intégration dans l'entreprise. Et puis, les RH sont là pour piloter effectivement l'avancement de ces processus. Pour le manager, il y a 2 aspects. Le suivi de la bonne exécution, bien sûr, s'assurer que son onboardé, il suit bien son plan, il se présente bien aux formations, il s'intègre bien dans l'équipe, et puis adapter, personnaliser les actions, puisque c'est lui qui, au quotidien, accompagne le onboardé. Et puis, pour le nouvel arrivant, alors, si on parle un petit peu d'outils, c'est l'accès à un portail qui va être dédié à son onboarding, qui va lui permettre de suivre ses actions de nouvel arrivant, de vérifier qu'il a fait tout ce qu'on attendait de lui et qu'il s'est donné toutes les cartes de se sentir bien dans l'entreprise. Et puis la participation, bien sûr, constante aux phases d'apprentissage, aux phases de onboarding. Et puis surtout, à mon sens, la phase la plus importante, c'est se mettre en lien avec le réseau de l'entreprise. Donc partager avec ses collègues et s'ouvrir vers l'entreprise. Si on décline ces différentes phases, on va dire en faisant un zoom sur chacun des acteurs de façon opérationnelle, l'idée c'est que le collaborateur ou le onboarder au sens large, parce que quand on parle de onboarding, on peut très bien onboarder un collaborateur externe, freelance par exemple, sur un projet en particulier. Donc le onboarding, ce n'est pas que l'intégration dans l'entreprise au sens large, ça peut être de dire j'onboard sur une thématique. Mais quoi qu'il en soit, appelons-le le collaborateur. Ce collaborateur,
le fait que dans son expérience digitale, il ait accès à un portail avec une to-do list claire, avec un pourcentage d'avancement des tâches en cours, avec différents types de tâches, qu'elles soient informatives, pour avoir de l'information effectivement descendante, mais peut-être des tâches administratives et de l'information ascendante, avec je suis collaborateur ou nouveau collaborateur, je déclare mes enfants à charge, je mets à jour mon RIB, des actions qui ne sont pas forcément, on va dire, sexy, entre guillemets, mais qui vont faire gagner du temps derrière à toute l'équipe RH, qui n'auront pas forcément à les ressaisir, parce que le collaborateur, lui, on est sûr qu'il ne fera peut-être pas de faute d'orthographe quand il va saisir son nom, etc., etc. Donc là aussi, on va avoir un gain de temps et un gain de productivité sur ces différents éléments. Au-delà de ça, on va avoir tout l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a la notion d'information, il y a la notion de formation, de montée en compétences et de montée en puissance qui va être importante. Et dans le contrôle et le suivi de l'intégration du collaborateur, on va avoir potentiellement des phases d'évaluation ou d'enquête. Si on parle d'enquête, ça peut être le fait de questionner un nouvel arrivé sur un rapport d'étonnement à travers le process de recrutement, de sélection et d'intégration au sens large, tel qu'il l'a perçu et tel qu'il a vécu. Ça va être peut-être de demander aux managers, aux pairs, aux différents collègues qui vont intervenir de faire un entretien, une évaluation, un retour, du feedback au sens large sur la période d'intégration de ce collaborateur. Et ça, c'est important parce que on est dans des organisations de plus en plus matricielles et de moins en moins pyramidales et aussi de plus en plus liquides. Quand on parle de liquide, ça induit le fait que les organisations sont fluides, qu'elles évoluent et qu'il faut que ces tâches, que ces activités, elles soient évolutives dans le temps aussi en fonction de mon manager hiérarchique, fonctionnel, mon chef de projet, la personne avec laquelle je travaille au quotidien, qui n'est pas forcément la même pour tous ou d'un jour à l'autre. Le deuxième volet qu'on souhaitait adresser, c'était la vision manager. La vision manager, il va être un petit peu à la croisée des chemins. Il faut qu'il soit alerté des activités qui sont traitées ou non. Il faut qu'il puisse suivre l'avancement et il va contribuer à certaines activités. Alors, on a pris la vision manager parce que dans l'écosystème RH, c'est souvent un HR partner. Il est souvent fortement impliqué dans la période d'intégration, mais ce n'est pas forcément que le manager hiérarchique ou le manager fonctionnel. Il peut y avoir d'autres contributeurs. Ça peut être l'IT. Estelle en parlait tout à l'heure, la mise à disposition d'un accès, d'un badge, d'un ordinateur. Peut-être que ce n'est pas le manager qui est en charge de cette activité, c'est l'IT. Donc, ce qu'on vous a présenté ici n'est pas forcément exhaustif en termes de cas de figure. Ce sont des exemples, on va dire, qu'on rencontre de façon classique auprès des organisations qu'on adresse au quotidien. Le troisième volet, vous l'aurez compris, c'est le RH. Le RH au sens large, il a besoin d'analyser, de monitorer, de piloter l'avancement de ces étapes. Et le RH, son implication dans le process peut être variable aussi. Est-ce que c'est lui qui l'initialise, qui la lance, qui le gère afin de piloter et d'être garant de ces éléments? Potentiellement, le manager peut aussi lui-même lancer des activités sans que ce soit piloté par la RH. Donc, tout ce qu'on vous a présenté à travers ces différents cas de figure sont des exemples, on va dire, classiques de ce qu'on peut rencontrer sur le terrain, mais effectivement, rien n'est figé et tout peut être évolutif en fonction des besoins. On voulait faire un petit focus sur l'importance du feedback, notamment quand on parlait de la fameuse enquête ou le rapport d'étonnement qu'on peut avoir lorsqu'un collaborateur est engagé et suite à sa période d'essai, par exemple. C'est important de pouvoir faire des enquêtes parce que ça va nous permettre de mesurer l'efficacité du processus, de garantir l'implication des collaborateurs et d'optimiser la digitalisation, les processus qui vont être mis en place pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'on en ait une vision globale. Et ce feedback, il va nous permettre notamment d'avoir un processus itératif. C'est-à-dire qu'ici, si on imagine le onboarding comme un cercle vertueux, on va pouvoir planifier des activités, inscrire des personnes, réaliser les actions, interagir avec les différentes équipes. On va avoir le fameux feedback de fin de parcours sur est-ce que j'ai interagi avec les bonnes personnes, est-ce que les bonnes actions ont été réalisées au bon moment, est-ce que c'était pertinent, est-ce qu'il y avait des choses en trop, est-ce qu'il en manquait, voilà. Tous les feedbacks qu'on peut imaginer, puisqu'on peut construire tout type de feedback en fonction de ce qu'on souhaite mesurer. On va pouvoir contrôler l'achèvement de ces activités et la clé du succès de ce type de processus, c'est la phase d'ajustement. L'idée, c'est que le contrôle des process en termes de durée,
en termes de contrôle d'adhérence des collaborateurs. Estelle parlait tout à l'heure d'un certain nombre de chiffres, notamment sur la durée d'intégration, sur le risque de turnover et les coûts que ça peut induire. L'idée, c'est que le fait d'ajuster ces processus d'intégration nous permettent aussi de sécuriser l'adhésion et l'inclusion des nouveaux collaborateurs au sein de l'organisation. En conclusion. Donc pour conclure, effectivement, on dit souvent, enfin vous connaissez l'expression qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et ben c'est pareil pour l'entreprise. C'est-à-dire que la première impression du collaborateur, quand il arrive, elle va déterminer toute la suite. Pour rappeler un petit peu globalement ce qu'on s'est dit depuis une demi-heure maintenant, qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va aider les entreprises à laisser une bonne première impression aux collaborateurs? C'est de processer un maximum la phase de onboarding pour garder le contrôle et pour pouvoir amener le collaborateur à se sentir bien, à ce qu'il soit à niveau. S'il est à niveau, il sera bien lui et il sera bien dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise sera contente de lui et lui se sentira bien. On se rend compte qu'effectivement, ce processus d'intégration, il est crucial pour une adaptation mutuelle. C'est la phase d'adaptation de prise de marque entre le collaborateur et son entreprise. Si les marques ne sont pas prises rapidement dès le début, le collaborateur ne va pas se sentir bien et il ne restera pas. Un dernier petit chiffre dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'effectivement, le niveau d'engagement du collaborateur dans l'entreprise, il se détermine lors des 3 premiers mois. S'il n'est pas engagé dès le départ, son adhésion à la marque, son engagement dans l'entreprise, ça ne viendra pas au bout de 6 mois ou au bout d'1 an de présence dans l'entreprise. Et le dernier aspect sur lequel on voulait réinsister, c'est l'importance du manager dans cette phase-là. Les RH ont beau faire tout ce qu'ils veulent et processer et accompagner, si le collaborateur ne se sent pas bien dans son équipe et pas bien encadré dans son manager, il ne sera pas dans un terrain de confiance, on va dire. Donc voilà, effectivement, l'importance du manager et des collaborateurs. N'hésitez pas à impliquer au maximum vos managers et vos collaborateurs dans le processus d'intégration des nouveaux. Et ce qu'on peut également ajouter, c'est que pour le collaborateur, ancien collaborateur, on va dire, c'est valorisant aussi de le faire participer au processus d'intégration des nouveaux arrivants. Et on se rend compte, pour rebondir sur ce que tu dis, sur l'intégration du manager et des collaborateurs, on se rend compte qu'il y a des actions toutes bêtes. Le fait d'envoyer un mail à l'organisation indiquant que tel collaborateur va rejoindre l'organisation, telle équipe, dans tel poste, à telle date, ça permet à chacun aussi de se préparer à bien accueillir un nouveau collaborateur, peut-être leur donner des responsabilités sur l'intégration, sur la formation. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est forcément plus fluide en termes de transfert de connaissances, de compétences, etc. Et c'est là où on revient sur les chiffres que tu évoquais en introduction, Estelle, notamment sur le temps que ça va impliquer et le risque de coût aussi que ça induit. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui vont intervenir, plus le onboarding sera pertinent, mais plus il faut bien cibler son candidat en amont et être sûr qu'on le favorise. Mais il vaut mieux cibler un bon candidat et lui faire un onboarding de qualité avec de l'investissement, plutôt que de s'y reprendre à 3 fois et à chaque fois réimpliquer les autres qui, pour les collaborateurs qui sont en place, n'est pas forcément agréable sur une période d'1 an de devoir réonboarder des personnes parce que ça n'a pas matché la première fois ni la deuxième fois. Donc ça joue dans l'engagement de toute l'organisation au final. Merci Julien. Merci à toi Estelle. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas dans la boîte à questions. N'hésitez pas. Alors, il y en avait une dans le chat à laquelle j'ai répondu par écrit. Et l'idée, c'est qu'on a essayé de vous présenter une approche assez générique de ce qu'est le onboarding et de la façon dont on peut l'entendre. Mais bien évidemment, tout ça est à contextualiser en fonction des enjeux de chacune des entreprises que vous représentez ou pour lesquelles vous travaillez. Et bien évidemment, si jamais vous n'avez pas de questions, on reste à votre disposition pour revenir vers vous par la suite si vous le souhaitez. Alors, il y en a une qui va être plus pour toi, Julien. Concrètement, comment l'outil Talentia peut embarquer un certain nombre des fonctionnalités présentées?
Alors, l'outil Talentia peut répondre à l'exhaustivité des fonctionnalités qu'on a présentées. Nous, on commercialise un système d'information RH au sens large et on a la capacité de couvrir tout ce qu'on peut appeler le cycle de vie du collaborateur au sein de l'organisation. Le recrutement, le pré-boarding, le onboarding, la formation, les entretiens, la paye, la gestion administrative, le déclaratif, bref, j'en passe. Du coup, quand on parle de onboarding, mais potentiellement, on va croiser tout un tas d'éléments. Faire signer le contrat de façon dématérialisée à un nouvel arrivant, commencer à le former via du e-learning, lui planifier un entretien, une évaluation. Donc, notre solution permet de répondre à l'ensemble de ces éléments. Alors, je rebondis du coup sur la question suivante de Jean-Philippe sur la démo. L'objectif d'aujourd'hui n'était pas forcément de faire des démonstrations produits, mais bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous faire des démonstrations ciblées sur les attentes que vous pouvez avoir autour du onboarding et peut-être de façon plus générale des systèmes d'information RH. On a une autre dans la boîte à questions. Voyez-vous des écarts entre le onboarding des juniors et des seniors? Alors oui, forcément, notamment au niveau des actions de formation, qui ne seront pas les mêmes entre un junior et un senior. Mais le collaborateur senior a autant besoin de se sentir attendu que le collaborateur junior. La différence, ça ne va pas être tant dans le processus en lui-même ou dans les outils qu'on va mettre en place. La différence, ça va peut-être être dans l'implication managériale que ça va demander. En termes de maturité entre un junior et un senior. L'un aura peut-être plus tendance à avoir besoin qu'on lui tienne la main, entre guillemets, et l'autre non. Et les attentions de ses collaborateurs au quotidien. Quand on est junior, qu'on arrive dans une organisation, qu'on découvre un nouveau métier, on a besoin d'être beaucoup plus aidé que quand on est senior, qu'on arrive déjà peut-être avec un peu plus de background. Donc, on ne voit pas tant dans les expériences qu'on peut rencontrer auprès de nos clients de différence sur le process en lui-même. Pouvez-vous donner un exemple concret de onboarding de prise de fonction nouvelle? Alors, quand vous parlez d'exemples concrets, vous parlez d'une to-do list, de la façon dont ça peut fonctionner. Qu'est-ce que vous entendez? Concrètement, si on reprend l'enchaînement du onboarding, l'idée, c'est qu'une fois que le candidat a été shortlisté dans un process de recrutement, par exemple, on va lui générer un portail à travers lequel on va pouvoir lui pousser du contenu, des vidéos, je sais pas moi, le règlement intérieur, par exemple, dont il va devoir prendre connaissance, peut-être des vidéos sur l'usage de la société, peut-être du tutorat ou de la formation ou des règles de sécurité. Et on va lui demander de peut-être intervenir, venir saisir son RIB, venir déclarer ses enfants à charge, mettre à jour ses données et contribuer à un certain nombre d'éléments. D'accord. Là, c'était un exemple effectivement de onboarding. M. Robert a précisé sa question sur la promotion au sein d'un autre département dans la même entreprise. Donc là, effectivement, on va avoir forcément des process qui sont un peu différents puisque les us et coutumes de l'entreprise sont déjà connus. Mais on va peut-être axer le onboarding sur plus le réseau, puisque s'il change de département, effectivement, il va falloir plutôt axer sur qui sont ses nouveaux collègues, dans quelle entité il va travailler, avec qui il va avoir des interactions. Ça va être peut-être des habitudes de travail différentes. Si le nouveau département, il a des manières de... Si c'était par exemple un poste sédentaire et puis qui bascule sur un poste un peu moins sédentaire, ça va être des nouvelles habitudes de travail. Donc effectivement, si le collaborateur connaît déjà les us et coutumes de l'entreprise, le onboarding, il va falloir qu'il soit axé sur le réseau, essentiellement. Et la data qu'on va utiliser ne sera pas forcément la même non plus. Puisque quand on a un nouveau collaborateur qui arrive dans l'organisation, entre guillemets, on part d'une feuille blanche. C'est-à-dire que le collaborateur, on ne le connaît pas, si ce n'est le CV, les échanges qu'on a eu avec lui. Quand on a un collaborateur qui a eu 1 an, 2 ans, 10 ans d'entretien, avec des évaluations de compétences, avec des évaluations d'objectifs, avec la mesure de l'atteinte de ses performances, où on connaît ses certifications, ses habilitations, ses formations, on a déjà une vue à 360 degrés de ce qu'est ce collaborateur, à quel point il est performant ou pas dans son poste, etc., etc. Et sur cette base-là, on va pouvoir gérer, alors
c'est en lien avec le onboarding, mais c'est en lien aussi avec d'autres thématiques, notamment les plans de succession, notamment les plans de mobilité, où on va avoir peut-être des radars d'adéquation entre les compétences sur un emploi et sur un autre, qu'on va pouvoir matcher et on va pouvoir automatiser un certain nombre de formations suggérées pour accompagner le collaborateur, du tutorat, ce type d'activité. Donc, une fois de plus, l'outil reste une boîte, entre guillemets, avec tout un tas de fonctionnalités qu'on va activer et sur lesquelles on va aller piocher selon le fait qu'on parle de matrice de talent, de plan de succession, d'organigramme de succession, de plan de mobilité et des activités qu'on va mettre. Et ce qui est important, effectivement, et là où peut-être Pascal voulait en venir, c'est dans le contenu qu'on va y mettre. Il faut que ça reflète la culture de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, le souhait d'accompagner les collaborateurs dans telle ou telle direction. Donc derrière, sur la formalisation de ces actions, de ces éléments, ça va vraiment être différent d'un client à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'une société à l'autre, peut-être même au sein d'un même groupe, d'un établissement ou d'un département à l'autre. On a une autre question dans la boîte à questions. Comment s'articulent idéalement les actions entre les services IT et RH pendant les phases de pré-boarding et parcours de formation? Quel service pilote quoi? Souvent, les responsabilités ne sont pas claires. Alors, là, c'est vraiment plus un point de vue personnel, mais pour moi, l'IT doit être au service de la RH dans ce processus d'intégration, parce qu'effectivement, la RH va avoir une vision globale, transverse, notamment avec les interactions avec le manager, les interactions avec les pairs, alors que l'IT, il est plus fournisseur dans ce processus. Mais je vais peut-être... En fait, ce qui est très compliqué, c'est que d'une organisation à l'autre, les usages sont distincts. Et on se rend compte, alors là aussi c'est un retour d'expérience très personnel, mais qu'il y a beaucoup de services IT qui prennent la main sur ce type de sujet pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'identité numérique du collaborateur est souvent entre les mains de l'IT. Les sécurités, l'attribution d'un badge, le fait de donner accès à tel ou tel outil. Donc historiquement, c'est souvent entre les mains de l'IT. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les RH ne sont pas forcément à l'aise avec ces thématiques. Et les interlocuteurs RH qu'on rencontre au quotidien n'ont pas tous des appétences informatiques, la maîtrise de processus, et donc sont parfois déboussolés et préfèrent s'appuyer sur l'IT sur ce type de sujet. Alors là où nous, on essaye d'avoir une réponse un peu disruptive, je vous prends un exemple concret, c'est le fait que typiquement, quand on parle d'identité numérique, quand un collaborateur arrive, dans nombreuses organisations, il y a un annuaire d'entreprise et c'est l'IT qui gère cet annuaire d'entreprise. Et tout ce qui va être en lien avec les SSO, les LDAP, etc., autour de cet annuaire d'entreprise est maîtrisé par l'IT. Ce qu'on peut proposer en termes de pré-boarding, par exemple, c'est le fait que le service RH puisse déjà donner un identifiant avec un accès très restreint aux nouveaux collaborateurs, avant même qu'il soit salarié, qu'il ait signé un contrat. Peut-être qu'il arrivera que dans 3 mois, mais on est dans une phase de pré-boarding, en avance de phase, indépendamment du service informatique, pour pouvoir déjà interagir uniquement sur un certain nombre de fonctionnalités, que ce soit pousser du contenu, récupérer de la data, avant même que la personne soit sous contrat et physiquement au sein de l'organisation. Donc c'est là où l'articulation, elle, en tout cas, nous on essaye de faire bouger les lignes sur ça, elle évolue, mais historiquement, c'est souvent porté par l'IT, alors que je suis assez d'accord avec Estelle, c'est un process qui devrait être sous la responsabilité du service RH. On a une autre question. Quel serait le délai du processus d'onboarding pour le cas d'une promotion? Globalement, il n'y a pas de délai type, mais effectivement, dans le cadre d'une promotion, la phase de onboarding, elle est plus courte qu'un nouvel embauché, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui va toucher à l'entreprise, à l'adhésion à l'entreprise, normalement, c'est déjà fait. Donc, dans le cadre d'une promotion, ça va être plus court. Mais après, ça va également dépendre du gap qu'il y a entre l'ancien poste et le nouveau poste. S'il y a beaucoup à apprendre ou si, effectivement, ça va être une promotion au sein d'un même service où l'équipe est déjà connue, s'il y a simplement un delta métier, un delta formation à faire, ou si on a toute une partie nouvelle équipe, nouvelle organisation, nouvelle BU, etc. Mais globalement, on peut se dire, je ne sais pas si on peut le limiter dans le temps, mais en 1 ou 2 mois, sur une promotion interne, le processus de onboarding, on est plutôt large. Après, il faut le mettre en corrélation avec le risque pris par le collaborateur qui va prendre des fonctions qu'il pourra maîtriser plus ou moins bien,
selon l'aide que va lui fournir l'entreprise, et le risque que prend l'entreprise à faire de la mobilité à un collaborateur qui n'est pas forcément à l'aise sur la thématique. Donc là aussi, selon le contexte, il y a un risque à mesurer. Est-ce qu'il y a une période probatoire ou pas? Ça peut être lié aussi. Voilà, il y a tout un tas d'enjeux. Donc là, non plus, il n'y a pas de règles, mais il faut en tout cas qu'il y ait une échéance qui soit donnée, parce que sinon, le onboarding, il termine jamais et la personne ne prend jamais vraiment son poste. Donc, il peut y avoir des phases biseau, mais en tout cas, il faut que ce soit bien matérialisé et bien défini. Merci Julien. Je ne vois pas d'autres questions, ni sur le chat, ni sur la boîte à questions. On espère que vous avez apprécié le contenu de ce qu'on vous a proposé cet après-midi. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, on reste quelques minutes, bien évidemment. Et si jamais vous souhaitez, par la suite, n'hésitez surtout pas à nous recontacter pour plus d'informations. Merci en tout cas à tous d'avoir participé et pour toutes vos questions. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, bonne fin de journée.